Salut Yves. Salut. Merci du coup d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode du pouvoir du mental. On va revenir sur une course qui a changé ta vie, mais avant je voudrais remercier le BDS qui nous accueille aujourd'hui. Donc c'est un lieu sur Saint-Brieuc qui est vraiment très sympa. Et donc ils sont supporters de certains clubs. Ils participent à des événements aussi. Il y a des courses, courses à pied en semaine, un peu tranquille, ouvert à tous, tout niveau. Et donc c'est super chouette. Et donc ils sont hyper sympas de nous recevoir aujourd'hui, de nous prêter un petit bout de canapé pour qu'on puisse enregistrer cet épisode. Donc toi tu fais du trail et avant d'aborder la course qui a changé ta vie, qui est le trail de Belle-Île, une course de 80 km, je voudrais que tu te présentes à nos auditeurs. Déjà, merci de me recevoir. C'est vrai qu'on est dans un chouette endroit, donc c'est plutôt cool d'enregistrer. Du coup, en quelques mots, je m'appelle Yves Eloury, j'ai 26 ans. J'habite à Étapes-sur-Mer, donc en Côte d'Armor, en Bretagne, donc un breton pur beurre. Je fais du trail depuis tout jeune et je m'y suis mis vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours couru à côté du foot. Je faisais beaucoup de foot quand j'étais jeune en club. J'ai toujours couru et fait du vélo et je m'y suis mis un peu plus sérieusement à 16-17 ans. En tout cas, j'ai arrêté le foot pour faire les trails du coin et parce que je prenais plus de plaisir là-dessus. Et avec une démarche un peu plus carrée depuis que j'ai 20 ans, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'attire le plus vers le trail ? Ce qui m'a toujours plu, c'est d'aller gambader sur le GR, sur les coins de forêt, d'aller faire les courses avec les copains. En tout cas, au tout début, c'était ça le moteur. C'était en aucun cas la performance, quoi que ce soit. J'avais aussi ce plaisir de toujours me dire tiens, là, j'ai déjà fait un 5, après, je vais faire un 10 km. Après, quand je serai cadet, je pourrais faire des 15 km. Okay. Puis après, je me rappelle quand j'étais passé junior. Du coup, j'avais le droit de monter jusqu'à 25 et c'était le défi pour moi de faire le 25 km du Glazik où je m'étais préparé un peu dans l'hiver en me disant ouais, j'essaye de faire des sorties un peu longues, tu vois, de 20 km et tout. Donc c'est ça qui m'attirait, ce côté défi et d'aventure, en tout cas que moi j'avais à cet âge-là où en fait c'est une aventure d'aller faire 25 km où nos parents nous emmènent parce qu'on n'a pas encore le permis et que même si c'est à 1 heure de route, c'est trop bien parce qu'on connaît pas. Et donc ça c'était vraiment les prémices. Et maintenant, ce qui me plaît, forcément, il y a la performance. Il y a d'aller encore toujours ce truc de faire des longues distances, d'aller découvrir des coins forcément, mais c'est vrai que la performance aussi a pris une part importante là-dedans. Okay. Et du coup, c'est toujours plus loin, toujours plus long, ou tu as des distances de prédilection? Je vois dans ton palmarès, tu tournes sur des 25, sur des 30, tu vas jusqu'à 80, ouais. Comme la course de Belle-Île dont tu vas parler aujourd'hui. C'est vrai qu'au fil des années, j'ai quand même augmenté petit à petit, mais hyper régulièrement. Moi, ce qui m'attire à long terme et depuis le début, c'est quand même d'aller sur de la longue distance, parce que ce qui m'a fait rêver quand je me suis pris au jeu du trail, c'est d'aller regarder les vidéos de l'UTMB, c'est de regarder la Diagonale des Fous, c'est d'entendre parler de François Den, de Kylian Jornet, de tous ces gars-là. Et donc forcément, j'ai toujours eu ce petit truc dans un coin de ma tête où vouloir participer à ces épreuves, mais j'ai toujours pris le temps, aussi parce que je prenais du plaisir, donc je suis passé par les trails courts, les kilomètres verticaux. Okay. Après j'avais augmenté jusqu'à 40-45, jusqu'à 80. Là cette année je fais mon premier 100 km, du coup j'ai quand même un paquet de courses entre 50 et 80 km dans les jambes maintenant. Là je fais un premier 100, j'en referai un autre l'année prochaine, avant de basculer un peu plus sur l'ultra, quoi. D'accord. Et du coup tu es professionnel ouais, on va dire semi-pro parce que j'ai quand même un travail à côté. Okay. J'ai ma boîte de coaching où j'entraîne des gens en trail à côté. Mais j'ai aussi une part de mon temps qui est dédiée à la pratique du trail grâce à des sponsors qui m'aident pour ça, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, tu es très humble parce que tu as un palmarès qui est énorme. Déjà, à chaque fois, sur les courses qui sont répertoriées et qu'on peut retrouver l'historique, à chaque fois tu fais top 10. C'est déjà dingue. Dans celle-là, on compte l'échappée belle en 2025, à 42 km où tu fais une deuxième place. La 6000D, Trail des légendes, pareil en 2025 cette année, où tu fais première place sur le 30 km. Le Trail de Saint-Jacques, by UTMB en 2025, où tu fais un 82 km, où tu finis 4ème. Bref, Glazik 2025, premier aussi. Enfin bref, c'est un palmarès vraiment hors norme. Bravo pour ça. Merci. Tu parlais du GR et du plaisir de t'entraîner sur le GR. Pour ceux qui ne connaissent pas le GR, dans les Côtes d'Armor, c'est vrai que c'est à flanc de falaise, vue sur mer.
On se prend les embruns, le vent, et je comprends pourquoi t'aimes. Ouais, c'est un chouette endroit pour s'entraîner. Si les gens connaissent pas, ça vaut le coup de venir randonner, courir dessus parce qu'il est vraiment beau, que ce soit en hiver, en été. C'est aussi l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut courir dessus toute l'année, 365 jours par an, et le paysage il change tout le temps avec les marées, avec les tempêtes. Quand il fait 30 degrés l'été ou qu'il en fait 5 l'hiver, c'est pas le même décor. C'est génial, quoi. Ouais, franchement, c'est un super terrain de jeu. C'est vraiment excellent. Aujourd'hui, tu vas nous parler donc du trail de Belle-Île. C'est un trail de 80 km sur Belle-Île, c'est proche de Vannes en Bretagne. Il y a 2000 de D+, et j'ai regardé, tu détiens le meilleur temps depuis la création de la course en 6h29 minutes. Le second meilleur temps est 10 minutes derrière toi. Ouais, Andy Simons, qui est un athlète très connu en trail, qui courait chez Salomon, qui maintenant court chez Scott, qui a un palmarès juste énorme, qui doit avoir une 5e place, je crois, à l'UTMB une année, quand même. Ouais, j'ai pas été voir ce moment. Ouais, c'est vraiment un des gros palmarès. C'est dans ces années-là où il avait pris le record, il tournait vraiment très très fort. Je me rappelle que cette année-là, c'est un des seuls qui peut dire qu'il a battu Kilian sur une course, quoi. Okay. Donc il avait sorti Kilian sur la Transvulcania l'année-là, donc c'est quand même pas trop mal au palmarès d'avoir sorti Kilian, je pense. C'est énorme. Et du coup, tu nous raconteras surtout à la fin de l'épisode comment... qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, quoi, tu vois, de te rendre compte de ça. Mais avant de commencer, pourquoi cette course ? Ça a été une des premières courses sur lesquelles je me suis dit, celle-là je veux la faire un jour. J'avais dû tomber justement sur les vidéos sur YouTube de Belle-Île en Trail. Ils ont une petite chaîne YouTube où tous les 2 ans, du coup, parce que la course a lieu tous les 2 ans, donc les années paires, ils font une vidéo récap du trail, et notamment forcément des grandes distances, donc du 45 et du 80. Et je m'étais dit, mais c'est trop cool, ils font le tour de l'île, c'est-à-dire qu'il y a un sentier côtier qui suit le tour de l'île, donc ça peut pas être plus logique comme une trace. Et elle fait 80 km, 2000, tu fais le tour du Nil en quelques heures. Enfin, j'ai trouvé ça trop bien. C'est pas loin de la maison, il y avait aussi ce côté attachement où mon tonton a une maison sur Belle-Île, donc j'y vais depuis que je suis petit. Ça fait en fait... Depuis que je suis tout petit, j'y vais quasiment tous les ans ou pas loin. Donc je connais un peu l'île, et me dire, ce qu'on traverse en voiture là en 20 minutes, tu peux le faire le tour par le GR. Enfin, tu sais, ça te paraît immense quand t'as 15-16 ans. Tu te dis, moi j'ai déjà été en vélo de là à là, c'est hyper long. Là, tu te dis, il faut le faire en courant. Enfin, ça paraît génial, quoi. Et du coup, j'ai toujours eu envie de la faire. Et anecdote marrante, je prends le temps de la dire, mais j'avais du coup 16 ou 17 ans, donc pas le permis. Et je me rappelle qu'un jour, du coup, la course a lieu en septembre tous les 2 ans. Du coup, ça doit être 2016. Et je dis à mes parents dans l'été, moi en septembre, je suis inscrit aux 9 km de Belle-Île. Mais si vous voulez pas venir, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Je vais y aller en bus là-bas. Je vais dormir en trouvant un hôtel. Je vais prendre le bateau. Je vais prendre un autre hôtel là-bas. Je le ferai, quoi. Et du coup, forcément, mes parents m'ont dit, non, on va venir avec toi le week-end pour faire la course. Mais genre, j'avais pas laissé le choix, quoi. C'est-à-dire que j'ai été inscrit, j'y allais, quoi. T'étais déterminé. Ah oui, j'étais déterminé à aller faire du coup, j'ai commencé par le 9 km il y a très longtemps. Donc et là, je suis encore plus tombé amoureux de la course, quoi. Je me suis dit, c'est génial. Ouais, du coup, tu courais presque à domicile, du coup, puisque tu y allais régulièrement. Oui, avec tu connaissais déjà certains morceaux du sentier. Certains bouts de sentier, ouais. Est-ce que les bouts de sentier côtiers comme ça, ils sont interdits au vélo ? C'est vraiment randonnée, course à pied. Randonnée, course à pied, ouais. On allait toujours randonner. J'ai des parents et des frères et sœurs qui sont sportifs, donc on a toujours fait de la rando ou aller courir. On allait souvent passer les vacances de Noël ou des choses comme ça là-bas, donc on allait courir sur les sentiers déjà. Donc déjà tout jeune, tu étais hyper déterminé et tu voulais le faire, c'est trop bien. Oui. Ok, quand est-ce que tu t'inscris ? Est-ce que tu te souviens du moment de l'inscription ? Pour le 80 ? Ouais. Oui, c'était... Alors, j'ai eu la chance de le faire du coup le 45 en 2021 qui avait été du coup décalé de 2020 à cause de l'année Covid. Je gagne le 45 et du coup les organisateurs m'avaient dit tu nous contactes si tu veux revenir l'année prochaine sur le 80 du coup et t'auras ton dossard. Donc je m'étais un peu inscrit je sais plus au printemps en envoyant un mail à l'organisateur en disant je suis motivé en septembre de venir, est-ce que ça tient toujours à la proposition ? Et il m'avait dit oui tout de suite, donc ça s'était fait comme ça, quoi. Donc, j'ai eu la chance de pas passer par le tirage au sort et j'ai beaucoup de chance là-dessus. Ok. Et du coup donc pas de tirage au sort, donc t'as combien de temps pour t'entraîner ? Est-ce que tu continues de t'entraîner l'hiver ou est-ce que vraiment tu te dis ok là je commence la prépa ? La saison 2022, elle était construite quand même c'était le gros objectif, mais il y avait d'autres courses qui étaient importantes. J'avais prévu le Saint-Jacques en juin, donc il y a une manche UTMB qui est donc mi-juin. Donc ça c'était un premier objectif. Et après, l'objectif c'était de faire un premier long
pour un peu le crash test, donc qui a été la 6000D, pour ensuite basculer sur Belle-Île. Donc la prépa vraiment pour la course, elle a commencé après la 6000D, donc qui a lieu fin juillet. Donc j'avais août et septembre pour préparer ma course, mais avec des courses déjà des préparations dans les jambes, avec des distances un peu inférieures ou une distance à peu près en temps de course en tout cas similaire sur la 6000D. Donc ça a démarré là-dessus, mais j'avais toujours toute l'année dans un coin de ma tête, je sais que le but il est d'aller à Belle-Île en septembre, et c'était, si je devais en garder une dans l'année, ça aurait été celle-là, Ça quoi. aurait été celle-là. Ouais, d'accord. Et comment se passe la préparation? Donc, est-ce que tu as été blessé? Est-ce que tu as toujours eu un niveau de forme qui était crescendo? Alors j'ai fait un bon début de saison, je fais podium au Saint-Jacques, je bascule sur la prépa 6000D donc mi-juin qui était pour fin juillet. J'attrape le Covid début juillet grâce à mon entraîneur Jonathan Parizet qui me ramène le Covid en stage, et donc pendant une semaine je suis couché. Je fais la 6000D avec 2 semaines de prépa en ayant coupé une semaine avant, enfin j'étais vraiment pas bon fin juillet. Et du coup en fait ça fait que je débute vraiment la prépa pour Belle-Île début août, et j'ai beaucoup de fraîcheur parce que forcément j'ai coupé début juillet ce qui n'était pas prévu, j'ai fait un bout de prépa pour la 6000D, j'ai fait la course mais du coup je récupère hyper vite et j'arrive, j'ai trop envie quoi. J'ai la dalle, j'ai pas pu courir comme je voulais à la 6000D, j'ai pas pu faire la prépa que je voulais, donc j'ai beaucoup de fraîcheur. J'ai très envie, et du coup après j'ai 1 mois et demi pour la préparer, ça se passe très bien sans bobo. Toutes les séances que j'avais, j'ai pas de souvenir de me dire j'en bâche une ou j'en saute une parce que j'ai un pépin ou je suis fatigué ou je sais pas quoi. Non, ça s'est bien enclenché tout d'un coup, quoi. C'est pas trop court, 1 mois et demi pour préparer un 80 km? Ça pourrait, mais en fait, il faut vraiment se dire que j'avais des prépas, tu vois, pour le Saint-Jacques déjà dans les jambes qui était un 45. Voilà, c'est ça, je pars pas de zéro. C'est-à-dire qu'on avait construit une saison progressive pour arriver en se disant c'est vraiment du spécifique pendant 1 mois et demi pour le terrain de Belle-Île, mais j'avais déjà des blocs dans les pattes, quoi. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as le Covid début juillet? Est-ce que tu dis ok, ma course elle est foutue? Parce qu'à ce moment-là on savait pas trop, enfin on savait que ça pouvait être long, mais c'était un peu c'était un peu encore le questionnement. Ouais, et puis moi j'avais déjà eu les années précédentes, j'en avais fait, et ça se passait jamais d'une fois sur l'autre de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des fois tu pouvais l'avoir et tu savais presque pas, et t'enchaînais 2 semaines après, t'étais très en forme, ça a été ok. C'est-à-dire que t'avais pas de coupure dans ton pic de forme ou dans ta progression. Sur ce coup-là, ça m'a vraiment mis un gros coup d'arrêt. En plus, parce qu'on était en altitude. En fait, si pour remettre dans le contexte, on arrive pour faire un stage en altitude qui était très court. On allait 1 semaine à la Plagne à 2000 mètres avec du coup mon entraîneur et des copains. Et au bout de 2 jours, je suis couché. C'est vrai que je suis dans le lit. Donc du coup, en fait, je suis malade avec de la fièvre, mais à 2000 mètres. Donc ce qui est pas bien. Et les premiers jours du Covid, je suis à 2000 mètres. Donc en fait, ça m'a mis un gros coup d'arrêt. Mais ça m'a obligé aussi, en reprenant pour aller jusqu'à la 6000D, du coup il restait 2-3 semaines, à faire que de l'endurance. Donc j'ai pas mis d'intensité, et j'ai construit quand même un bon petit volume, donc une bonne base aérobie, pour arriver en fait sans m'en rendre trop compte début août pour commencer la prépa Belle-Île, avec déjà une base qui était plus ou moins solide que fraîcheur à cause de la coupure. Du coup j'ai pas couru. Enfin, en tout cas fraîcheur mentale, peut-être pas physique mais en tout cas mentale. Et après j'ai mis des kilomètres mais très cool. Du coup, c'était pas si mal en fait. C'était plutôt bien. C'était plutôt bénéfique au final, ouais. Okay. Ouais, trop bien. C'est excellent de voir du positif dans ce que tout le monde pourrait dire. Moi, okay, ouais. Là, ma saison, elle est terminée. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, dans la préparation en brun, pareil, je m'étais fait un bobo, mais vraiment très aigu, quoi, à la cuisse. Et je me suis dit... ok, je commence à douter parce que moi j'ai pas d'accompagnement, j'avais pas d'entraîneur, enfin je fais tout seul. Donc j'ai fait un peu d'ostéo, j'ai vu un kiné et tout ça, mais voilà, après automassage et tout ça, mais il y a eu quand même ce truc de dire ok, si là j'ai une coupure en plein milieu de ma prépa, ouais, c'est mort. C'est foutu quoi. C'est souvent ce qu'on se dit, mais des fois c'est bénéfique. Ouais, c'est bénéfique, et il y a plein d'exemples de personnes qui en fait ils se sont rendus compte, c'est souvent a posteriori, sur le coup on se dit bah c'est pas un bon point, mais d'avoir en pleine prépa ce petit décharge parce qu'on est blessé, parce qu'on est malade, machin, ça nous permet de couper un peu ce pic de forme qu'on était en train de construire, où en fait on serait peut-être arrivé beaucoup trop tôt en forme, et du coup à 2 ou 3 semaines de la course on aurait commencé à dériver souvent on dit qu'on est un peu sur la corde quand on est dans une prépa d'un gros objectif, et on bascule de temps en temps trop tôt, et du coup ces petites coupures à 1-2 mois de la course
des fois c'est bénéfique. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça change ta perception dans tes entraînements, à toi et dans les entraînements de tes coachés, de se dire, allez, on se fait 3-4 jours, une semaine, ou peut-être un peu plus, un peu moins, ou c'est entre deux phases, où il y a une grosse coupure comme ça, d'une semaine, 2 semaines? Je dirais pas que c'est cet événement-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont prouvé que c'était bénéfique, mais j'hésite pas, que ça soit sur moi ou sur d'autres personnes, à dire des fois, même par exemple à un mois d'un ultra, ok, là on prend 3 jours, ou on met 2 jours de repos, ou 2-3 jours après très light, pour vraiment régénérer, parce que on sent qu'à la fin de ce bloc, t'es un peu fatigué, ou moi je suis un peu fatigué. Donc non, j'hésite pas du tout à prendre du repos, le repos fait vraiment partie de l'entraînement, mais ça j'en étais déjà convaincu avant, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de l'accepter et de le mettre en place, quoi. Ouais, c'est pas simple, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, quand on voit un peu les concurrents qui continuent à s'entraîner pendant ce moment-là. Moi je me souviens aussi, là c'était cet été, pour Embrun encore, c'est ma course fétiche. Mais quand tu es dans la période d'affûtage, donc au repos plutôt à la fin, où t'as 10 jours, un peu moins une semaine, 10 jours de repos, tu vois tout le monde partir. En fait, moi j'étais persuadé en moi que c'était bon pour moi de rester chez moi, de me reposer, et presque je regardais les autres avec un sourire en disant ils vont se cramer pour la course, et ça, comment tu gères toi ce truc là de se dire ok, moi là j'ai besoin de me reposer, je me repose, peu importe ce que font les autres, peu importe comment s'entraînent les autres? Tu vois, les premières années c'était dur, t'as envie d'être un peu celui qui s'entraîne le plus dur, celui qui en fait toujours un peu plus, machin, parce que effectivement les réseaux sociaux, on a toujours envie d'être celui, enfin en tout cas moi j'avais cette impression de me dire, pour être plus fort, pour être devant, pour progresser, faut s'entraîner plus dur. Ouais. Et en Plus fait, dur, ça veut dire quoi, ça veut dire s'entraîner plus, ça veut dire passer des plus grosses séances, ça veut dire voilà. Et en fait, tu te rends compte que par moment, peut-être que c'est bien, mais il y a aussi beaucoup de moments où il faut savoir décharger et s'écouter soi pour arriver à son 100% à soi, quoi. Et ça, maintenant, moi, je regarde plus du tout ce que font les favoris de la prochaine course, s'ils sont encore en train de s'entraîner, de mettre des sorties longues, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'on n'a pas du tout tous la même construction de saison, la même construction de notre plan d'entraînement, la même capacité de récupération. Il y en a qui ont besoin de charger quasiment jusqu'au dernier moment parce que ça les rassure et ils vont fonctionner comme ça. Il y en a aussi qui vont faire ça mais qui vont se planter. Enfin, du coup, faut faire en fonction de soi, surtout de s'écouter, et moi c'est comme ça que je le vois maintenant. Et d'une prépa à l'autre, d'une course à l'autre aussi, c'est pas du tout la même chose. Il y a des moments en début de saison où j'ai plus de fraîcheur, j'ai peut-être moins besoin de couper au dernier moment, de faire un moins gros affûtage, et là je vois, on est en fin de saison, j'ai besoin de faire un plus gros affûtage, que je sens que je suis un peu sur la corde, quoi. Ok. Comment est-ce que tu gères tes entraînements? Est-ce que tu as un prépa physique, un coach spécifique? Est-ce que tu as une prépa mentale aussi? Oui, alors j'ai plus d'entraîneur sur la partie physio, donc sur la création du plan d'entraînement et tout ça. Je le fais moi-même depuis 2 ans maintenant. J'ai toujours Jonathan Parisé, qui était mon ancien entraîneur, qui là avant faisait tout, qui me jette un coup d'œil. Là par exemple, on a passé il y a quelques jours, on a passé 3 heures à la maison à décortiquer comment construire 2026. Donc on est déjà sur le coup d'après. Dans ma tête, je suis déjà un peu sur le coup d'après là. C'est-à-dire à construire qu'est-ce que j'intègre comme nouveau stress, comment je construis mes cycles, est-ce que entre telle course et telle course, qui sont des 2 gros objectifs, je mets une course de prépa, est-ce que je mets celle-là, oui, non, pourquoi, enfin, tu vois. Donc ça, j'ai toujours un œil extérieur sur ces gros blocs. J'ai un préparateur mental depuis quelques semaines, ça, ce qui m'aide bien, ouais, même quelques mois. J'ai un médecin du sport qui me suit quand j'ai besoin. Je le vois très très peu, mais en fait c'est toujours pratique en fin de saison de faire un bilan, de pouvoir faire un bilan même de prise de sang, des choses comme ça. Et j'ai la chance d'avoir mon frère qui est kiné-ostéo, qui a son cabinet à 5 minutes en voiture de chez moi, où je le vois dès que j'ai besoin, dès que j'ai un pépin, il est toujours là pour moi. D'accord. Donc ça c'est cool. Okay. J'ai quand même une petite équipe, quoi. Ok, ouais, c'est bien, trop bien. Ouais. Et sur l'aspect mental, tu traites quoi comme problématique? Là, si on revient sur la course de 2022, t'avais pas de préparateur mental? Non, je faisais tout moi-même. Ouais. Et est-ce que tu y vas, c'est ton objectif de l'année, mais plus ça avance dans la préparation, est-ce que tu as des peurs, ou est-ce que tu as du stress qui vient, ou des pensées peut-être soit un peu négatives, ou soit un syndrome de l'imposteur? Et est-ce que, comment tu fais pour gérer ce truc-là? J'avais très très peu de recul là-dessus à l'époque, honnêtement, et quand je prends du recul sur la course de maintenant, je me dis que j'ai
de la chance que tout se soit un peu boutiqué dans le bon sens le jour de la course et peut-être avant, parce que je réfléchissais pas ou peu à tout ce stress et à tout ce que ça peut m'amener d'avoir tel ou tel rôle, d'avoir telle ou telle concurrence, tel ou tel parcours, enfin tout ce qui peut t'amener la prépa mentale, j'en faisais pas du tout. La seule chose que je mettais en place, c'était la visualisation du parcours et d'apprendre mon parcours du coup. C'était vraiment la seule chose que je mettais en place. Le reste, je m'y préparais pas du tout. Là, contrairement à ce que je fais maintenant, où j'essaye de visualiser les moments de la course qui peuvent être clés, des choses comme ça. D'accord. Donc non, pour le coup, là, 2022, à part apprendre mon parcours, je m'étais fait un gros fichier Excel où entre chaque ravito, j'ai essayé de décrire un peu le parcours, de savoir, d'imaginer ce que j'allais avoir. Là, tu vas avoir le lever de soleil à tel endroit. Tu vas devoir enlever ta... Ouais, par contre, les fichiers que je fais pour chaque course, je les fais encore. Maintenant, sont vraiment détaillés et j'essaye vraiment d'imaginer le plus de choses possible. C'est surtout de savoir où je mets les pieds. J'aime bien vraiment décrire mon parcours très précisément, c'est-à-dire que je sais qu'à tel kilomètre, genre une portion de 3 bornes où il y a un enchaînement de bosses, je prends l'exemple pour Belle-Île, ensuite tu as 4 bornes de plat, tu rentres dans les terres, enfin j'ai besoin de savoir où je mets les pieds à tel kilomètre, tel moment de course, etc. D'accord. Et tu as repéré certains tronçons? Alors du coup j'avais fait en 2020 la reco en 2 jours du parcours. 2021 j'avais refait le 45 km, donc il fait la moitié de la course. Tu reprends la première moitié du GR et tu rentres par les terres. Donc je connaissais quand même très bien le parcours. Après, moi ce que j'utilise c'est les vidéos sur YouTube tout simplement. D'accord. Il y a plein de gens souvent notamment en trail qui font des petits vlogs de leur course entre guillemets. Et c'est hyper pratique parce que on peut vivre la course comme nous on va la vivre, c'est-à-dire le départ avec la musique, ce qui permet de visualiser ça. Tiens, eux, ils sont à tel moment de course, ils ont le lever de soleil à cet endroit-là. Tiens, le ravito, il est boutiqué comme ça, l'eau, elle est à l'entrée, on sort comme ça. Enfin, tu vois, Okay, tu peux... dans ce détail-là. Ouais. Je pense que ça permet aussi de se rassurer, de baisser son niveau de stress. Oui. Alors, Ouais. dans ce fichier, du coup, tu retrouves les tronçons. Est-ce que du coup, tu as le lever de soleil? Est-ce que tu prévois aussi changement de chaussures, de chaussettes, de recharger des batteries Ouais. si jamais il y a besoin? Surtout pour l'eau et les gels, etc. Je note les endroits où j'ai le droit à l'assistance, donc les ravitaux, pour le cas de Belle-Île. Donc il y en a 3 sur le parcours, on a le droit à l'assistance, ou 4 pardon. Et je me note exactement ce que je dois récupérer à cet endroit-là, combien de flasques, combien de gel, etc. Ouais, ça je me le note. À quel moment je rends ma frontale parce que j'en ai plus besoin, à quel moment, voilà, enfin tout ça je me le note. Ouais. Ok, d'accord, ouais, c'est bien. Je pense que c'est un élément qui est important pour faire diminuer le stress, pour aussi se dire que ok, tout va bien se passer même quand t'es dedans. Oui, puis du coup, c'est un double effet, c'est que moi, pendant la course, j'ai pas à réfléchir à ça. C'est-à-dire que je l'ai appris et je sais ce que je vais avoir à mon prochain ravito. Et mon assistance, les personnes qui vont être là pour moi, pour me donner ce que j'ai besoin sur la course, ils savent aussi. Ils lisent le papier. Ok, on sait qu'on doit lui donner ces 2 flasques-là, ces 4 gels-là ou ces 4 compotes. Enfin, je dis une bêtise, mais et ils me les donnent. Et eux, pour eux, c'est aussi du gain de temps. Ils sont pas en train de se dire, mince, il nous a dit quoi juste avant, 5 minutes avant le départ à l'arrache, qu'il fallait lui donner quoi. Non, tout est noté, ils sont tranquilles. Est-ce que c'était des gens qui maîtrisaient le trail longue distance et l'assistance, ou est-ce que tu as dû aussi gérer un peu leur stress à eux? Parce que moi je me mets à la place en assistance, s'il te manque un gel, une compote, Ouais. une flasque, tu vois, t'es mal pour la personne que t'accompagne. Bah là, à Belle-Île, c'était mes parents et notamment ma mère. Généralement, c'est ma mère qui fait les assistances. En tout cas, quand c'est mes parents qui font, c'est elle qui gère les flasques et on le fait depuis des années. Du coup, ce que je fais, mais quand même quand c'est pas mes parents, c'est des copains ou ma copine ou d'autres, je leur fais toujours un petit fichier où je leur dis, ou un petit papier où je leur note à chaque ravito ce qu'il faut me donner. Comme ça, eux, ils n'ont pas de stress. Généralement, je leur prépare et comme ça, ils ont juste à me les donner, ils sont tranquilles. Et du coup, eux étaient détendus, donc ça t'a pas Ouais. rajouté un stress? Non, comme ça j'arrive, pour Belle-Île, j'arrivais sur les ravitaux, elle me les donnait et je repartais quoi. Ouais, Il n'y avait pas 15 000 questions, elle savait exactement ce qu'elle avait à faire, à me filer et puis chut, ok. j'étais reparti. Comme ça en plus je perds pas de temps. Ok, trop bien. Ok, donc là, tu continues dans la prépa, donc t'as pas eu de blessures, etc. T'arrives tout près de la course. J'aime bien savoir à quoi pensent les athlètes, surtout les favoris, puisque quand t'arrives et que tu t'alignes sur le départ de la course, t'es le grand favori du jour, ou pas du tout? Ouais, si, j'avais gagné le 45 l'année précédente, j'avais pris le record du 45. J'arrive sur le 80.
c'est marrant, il y avait un petit débat dans l'orga et dans les gens qui sont autour de la course. Est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va pas gagner? Parce que j'étais annoncé comme le grand favori. Il y avait quand même quelques coureurs qui étaient très costauds, avec notamment, je pense à Vivien Laporte qui était là, qui avait gagné 2 fois la course. Qui est un super coureur breton. Il y avait d'autres gars costauds et on se disait sur le papier ça serait un 30 bornes, on n'aurait pas trop de doutes, normalement il gagne parce qu'il a un palmarès ou des résultats plus importants cette année, mais là c'est un 80, est-ce qu'il va tenir? J'avais 23 ans à l'époque, c'est jeune pour du long, ouais, entre guillemets. Et du coup, je me rappelle qu'après la course, ils m'avaient avoué un peu tous. Du coup, il y a Christophe Malardet qui est dans l'organisation, il y a un président qui est quelqu'un que je connais bien, qui est aussi dans l'organisation, et Ludovic Collet qui est un peu la voix du trail qu'on appelle ça, c'est souvent le speaker de l'UTMB, tout ça. Et les trois, la veille de course, mangent ensemble et avaient fait des paris sur qui gagnait. Et du coup, c'était marrant, il m'avait avoué après la course, Christophe disait que t'allais pas gagner, que t'allais exploser, lui disait que t'allais gagner, enfin, c'était un peu marrant. Donc il y avait tout un débat autour de ça. Moi, j'y réfléchissais, c'est-à-dire que à ce moment-là de ma carrière, ça peut paraître hyper prétentieux, mais j'y allais que pour gagner. C'est-à-dire que je pensais... En fait, là où maintenant, quand je vais sur une course, j'accepte aussi la part d'échec. Avant, j'avais du mal à voir la part d'échec et je me disais qu'une course réussie à ce moment-là, c'était forcément une victoire et tel chrono. En tout cas, j'acceptais de perdre, mais si je mettais tel chrono. C'est-à-dire que si je mettais 6h45 et que je faisais 3ème, je l'acceptais parce que juste on avait couru mieux que moi. Mais j'avais du mal à accepter de faire 2 ou 3ème en 7h30 par exemple. Parce que pour moi c'était moins de 7 heures minimum, quoi. C'était une course réussie. D'accord, donc c'était surtout le chrono et pas forcément le classement. Le classement je jouais aussi parce que c'était un de mes rêves de carrière de gagner Belle-Île. Okay. Donc si forcément j'y pensais, c'était l'objectif. Enfin, tu cours toujours après la place sur ces courses-là, mais j'avais quand même le temps en tête, vu que Belle-Île c'est toujours le même parcours, on peut se comparer d'une année sur l'autre et du coup j'avais quand même ce temps en tête en me disant ça serait bien de mettre au moins ce temps-là, quoi. C'est au-dessus, ça serait un peu, c'est que il y a un moment dans ta course où t'as merdé, quoi. Okay. Et du coup la veille au soir, comment tu te sens? Et bizarrement, je suis plutôt serein et avec du recul, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi j'avais pris autant de recul sur la course. Je dors hyper bien, je me rappelle dormir hyper bien. Pas plus de stress que ça. Je pense que j'étais prêt, je connaissais l'île et je sais pas, il y a des moments comme ça dans ta saison ou dans ta carrière où tout s'aligne et t'as pas plus de stress que ça. Et même le matin, j'arrive au départ, je suis assez confiant et j'ai surtout hyper envie d'y aller. Et je suis bizarrement un peu détaché du résultat assez vite. Vraiment, j'ai pas de stress particulier le matin, comme des fois, tu sais pas pourquoi. Plaisir, et t'y vas, ouais, je suis content de mettre ma frontale, de me dire qu'il fait beau. Je me rappelle qu'il faisait hyper beau. Je savais qu'on allait avoir un lever de soleil qui allait être incroyable. Ça me faisait trop kiffer. Ouais, et du coup, j'ai ce plaisir-là d'y aller. Et je me rappelle que mon père me dépose au départ 20 minutes avant. Je fais 1 kilomètre ou 2 histoire d'eux et je vais sur la ligne et je suis juste content, quoi. Ok, d'accord. Donc, bon échauffement, tu te sens bien. Ouais. Et donc, top départ. Et la course, comment se passe la course? Ça s'est passé et j'ai eu du coup de la chance parce que je l'avais pas. Tu vois, là maintenant, je visualise beaucoup de schémas où ça peut se passer mal, ça peut se passer comme ça. Là, j'avais pas trop visualisé quoi que ce soit. Okay. Et tout se déroule bien parce que on part à 3 ou 4 pendant 5 km, on est 3 ou 4 devant, je sais même plus. Je me rappelle qu'on arrive à la première grande plage qui s'appelle les Grands Sables, je crois, kilomètre 6 ou 7. Et d'un coup, dans la plage, sans accélérer, je prends d'un coup 15 secondes, sans le vouloir. Et en fait, après, j'ai plus jamais revu personne. Et mentalement, du coup, j'ai vécu une course où j'ai jamais eu la charge de la course des autres, c'est-à-dire que c'est toujours été mon train, j'ai fait un contre-la-montre après. Tu regardais de temps en temps derrière quand même pour voir s'il revenait pas Oui, en fait à Belle-Île, c'est l'avantage, c'est que c'est un sentier côtier et quand tu passes par exemple des criques, t'es au bout de l'autre crique, tu vois à l'entrée de l'autre crique, donc tu sais facilement les écarts et tout ça, donc je savais quasiment tout le temps les écarts. En plus au ravito, les gens te disent, t'avais à peu près tel temps à tel point, etc. Donc je savais toute la course. Mais vu que moi je maîtrisais mon écart et que vraiment je l'ai vécu comme un contre-la-montre, où c'est bizarre, mais Jonathan qui était mon entraîneur à ce moment-là m'a dit, on est très branché vélo, il m'a dit toute la course tu l'as fait à 200 watts. Et dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai eu cette phrase toute la course, en tout cas une bonne partie, bon pas à la fin parce que forcément tu souffles, mais
fais 200 watts. Et dans ma tête, j'étais à 200 watts toute la course, quoi, Ok. au régulateur. Et toute ma course, j'ai fait mon contre-la-montre comme ça, sans trop me fier aux écarts. Et j'ai eu cette chance, c'est que il y a personne qui a vraiment fait un moment le saut pour rentrer, me faire douter ou quoi que ce soit. Donc j'ai jamais eu ce stress de quelqu'un qui revient, quelqu'un qui me double D'accord. ou moi d'événements extérieurs qui pourraient, j'en sais rien, je me fais un petit entorse entre ça. J'ai pas eu de pépins comme ça, donc ça a été assez facile à gérer mentalement, quoi. Ok, et pas de perte comment dire, de jus, de gaz pendant la course. Est-ce qu'il y a eu Si. des hauts et des bas pendant cette course? Ouais, forcément, c'est jusqu'au 45e, donc on arrive à Bangor, qui est le milieu de la course, qui est le gros ravito central. Tout se passe nickel. Je suis sur les temps de passage, même mieux que ce que j'avais estimé. Donc tout roule, j'ai pas de fatigue, machin. Jusqu'au 55e à peu près, c'est comme ça. Et en fait, on arrive, il faut imaginer l'île, elle est ovale en gros. J'arrive à la pointe qui s'appelle la pointe des Poulains, où là je commence à me dire que ouah, ça commence à devenir dur. Et surtout, j'ai le sentiment de commencer à faire une hypo. Mais je l'ai senti arriver et l'expérience du vélo, je faisais beaucoup de vélo à ce moment-là, enfin même si j'en fais toujours beaucoup, tu les sens arriver généralement les hippos et tout de suite j'ai mangé beaucoup, je l'ai contré et du coup c'est reparti nickel et après forcément les 15-20 derniers sont durs quand tu fais le retour depuis la pointe la pointe des Poulains jusqu'à l'arrivée, donc du 60 au 80 tu serres les dents parce que bah c'est dur, ça a déjà fait 5 heures de course. Bah t'en chies, faut dire ce qui est, tu galères, mais c'est une souffrance qui est pas horrible où je la maîtrise, quoi. C'est-à-dire que je gère mon allure en fonction de ça et voilà, quoi. J'ai pas de trucs comme des crampes ou une grosse hypo qui fait que bah, tu peux rien faire et t'avances comme tu peux, quoi. Non, après ça se déroule plutôt bien et en plus pour l'anecdote, j'arrive le dernier ravito est à 13 km de l'arrivée. Ça s'appelle le port de Sauzon et vu qu'on fait vraiment le tour d'un port où en fait l'entrée du port et la sortie, si vraiment tu regardes, il y a 3 km, 2,5. Et au moment où je suis à l'autre bout, je sors du port, je vois le deuxième qui rentre, donc je sais que je fais ouais, donc en fait tu fais le calcul sur la course à 5 de moyenne, parce que la course doit se gagner à ça, je sais que j'ai 15 minutes. Donc là je me dis, ok, il reste 10 bornes, même si ça finit, même si j'explose un moment, normalement ça doit le faire, et donc forcément ça te décharge. Enfin, mentalement, j'ai beaucoup moins de pression à ce moment-là. Je sais que j'ai juste à finir, quoi. D'accord, ouais, tu visualises aussi l'arrivée, la foule, le fait de retrouver les gens que tu connais, tes proches. Sur la fin, non, mais je pense que j'avais vu les vidéos un nombre de fois telles où j'ai vu Andy Simons lever les bras, où j'ai vu Vivien Laporte lever les bras, où j'avais vu Jonathan Parézé l'année d'avant lever les bras sur le 80, que en fait je sais ce qui m'attend, je sais par où je vais finir, je sais comment ça va se passer, donc j'y réfléchis pas plus que ça. Je regarde beaucoup mon chrono, parce que je sais que je suis sur le... Normalement, je dois battre le record et du coup, je regarde beaucoup le chrono et je vois que ça va être tout juste pour faire moins de 6h30 à ce moment-là. Donc, je suis surtout focus là-dessus, mais non, je suis pas en train de m'imaginer vraiment la ligne en elle-même, comment, j'en sais rien, ce qui va se passer, tout ça, quoi. Okay. Je suis encore focus, ouais. Tu fais pas une célébration? Non, je suis pas trop comme ça. Je suis plus gêné d'ailleurs dans ces moments-là où j'ai hâte que ça se passe et oui, c'est toujours un peu des moments bizarres. T'es content en fait, hein, mais que tout le monde, il y a beaucoup de monde, surtout à Belle-Île où l'île vraiment est motivée par le trail et puis du coup forcément t'as les gens qui attendent les personnes qui vont arriver après toi, leurs proches. Donc t'as vraiment du monde à l'arrivée sur on descend la grande rue en fait du palais. Et du coup, t'as beaucoup de monde et c'est un peu pas gênant, mais je suis pas le genre à adorer ce genre de truc, à être mis en avant. Ouais. Ok, et donc quand tu passes la ligne d'arrivée, tu vois 6h29, tu le sais que c'est le record? Oui, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi et qu'est-ce qui change après? Forcément, t'as de la fierté où, moi, pour dire la vérité, je m'étais mis les temps de passage en tête de Jonathan de l'année d'avant. J'avais fait mon tableau. J'avais les temps du record d'Andy Simons et les temps de Jonathan, et je m'étais dit que pour gagner la course, il fallait faire à peu près les temps de Jonathan. Toute la course, je voyais que j'étais en avance sur les temps d'Andy Simons, et du coup, quand je franchis la ligne, je me dis, waouh, c'est cool, c'était vraiment le 100% de ce que je pouvais faire. Je pense que ce jour-là, je l'ai fait, c'est-à-dire que je voyais pas comment je pouvais faire mieux ce jour-là avec mon niveau de 2022. Vraiment, tout s'était aligné parfaitement, quoi. Donc, t'es hyper content, tu te dis, putain, je viens de gagner la course qui me faisait rêver en Bretagne. Si je devais en gagner qu'une en Bretagne, ça aurait été celle-là. Il y en a deux autres qui me motivent beaucoup, mais celle-là en particulier,
Bon, j'ai 23 ans, c'est fait quoi. Ouais. Et là, je me rappelle me dire, bon, ok, on peut passer à autre chose. Ok. Et c'est quoi du coup l'autre chose? Parce que, enfin, même j'ai du mal à me rendre compte. Après, tu te dis, ok, t'as gagné, tu fais bien mieux que d'autres gens qui Ouais. battent des Kylian Jornet, etc., ou qui font des très grandes courses. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça te fait de voir ça? Bon, en fait, maintenant c'est fait et j'en suis juste content et enfin, la case est cochée dans ma tête quoi. Faut passer à d'autres choses et continuer à cocher des cases. Ça, c'est le truc que je me dis, c'est bon, c'est fait. J'ai gagné le 45, j'ai gagné le 80, j'ai fait les courses parce que j'aurais pu ne jamais les gagner si déjà je les avais finis, ça aurait été cool. Ça aurait été déjà un accomplissement. Et je dis pas que je reviendrai pas à Belle-Île, mais dans ma tête, la case est cochée et je pourrais pas faire beaucoup mieux quoi. Ouais. Euh, donc Même, voilà. même pour aller chercher ton record à toi. Si, j'y ai déjà pensé, hein, mais c'est vrai que j'ai d'autres trucs qui me motivent encore un peu plus que je veux valider avant, ouais. Ok, d'accord, Ouais. trop bien. Et, euh, et du coup, c'est quoi après? Est-ce que tu t'autorises du coup à faire d'autres courses, à rêver plus grand à partir de ce moment-là? Oui, du coup, oui, forcément, tu te dis, bon, bah, j'ai fait ça sur telle course, on a toujours des systèmes de cotation, où tu te dis, bon, j'ai fait telle cote, machin, maintenant, ce serait bien de le reproduire sur des événements plus nationaux ou internationaux. Belle-Île reste un événement très connu d'un point de vue régional, voire national, ça a un petit impact, mais c'est pas la course, tu vois, où c'était la plus relevée, où t'as une densité où tu te dis, ouah, c'est fou, enfin, du coup, tu te dis, bon, maintenant, faut être capable de refaire ce genre de course, mais avec des densités plus élevées et tout ça quoi. Ok. Donc là dans ma tête à ce moment-là je me dis faut construire tes saisons sur des événements un peu plus costauds qui te font aussi rêver mais t'es capable de faire ça, maintenant prouve-le au niveau national ou international quoi. D'accord. Donc Oui, du coup, ça t'ouvre les portes à des grosses courses plutôt en tout cas moi je m'ouvre internationales. les portes à ces courses-là. Après j'en faisais déjà mais je me dis ok sur 70-80 t'es capable d'aller faire des manches UTMB et de faire un podium sur une manche UTMB quoi par exemple. C'était ton premier 80? Oui, alors du coup j'avais fait la 6000D qui est un 70 un mois et demi avant avec 3004 donc en temps de course c'est à peu près pareil, j'avais mis 7h et quelques ou 6h58 donc c'était mon premier temps de course tu vois entre 6 et 7 heures quoi. D'accord. Enfin c'était le deuxième Ok, à Belle-Île ok, mais ok, en distance ouais c'était le premier 80. ok. Et est-ce qu'à un moment, euh, tu vois, je peux, tu regardes les chiffres ou tu regardes les distances ou le chrono et tu te dis, ben, en fait, euh, comment dire, ok, il m'en reste encore beaucoup, ou là je tape un peu dans les réserves, mais voilà, il me reste, je sais pas, 10 km, 20 km. Et Ah à là la où fin ça tu te va dis bien, ouais, à la fin de la course. euh, honnêtement, je sais pas si j'aurais pu continuer 5 ou 10 bains. Si, je pense. Je suis pas détruit à l'arrivée, mais en fait, tu te dis ça a posteriori où c'est facile parce que, effectivement, les 2-3 derniers kilomètres, quand tu sais que tu vas gagner, c'est jamais très dur. Mm. Mais j'aurais dit ça 10 bornes avant, je suis pas sûr que j'aurais eu envie de faire encore 15 bornes, quoi. Mm. Donc, non, c'est dur à dire. À cette allure-là, à cette intensité-là, ce jour-là, je pense pas que j'avais beaucoup plus de kilomètres dans les pattes, non. Si c'est ça la question. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ok, ok, ça marche. Et du coup, maintenant, quand tu arrives sur les courses, du coup, tu es un peu favori sur certaines courses. Ouais, ça Euh, dépend forcément des distances, des plateaux et tout ça. En Bretagne, oui, forcément un peu. Mais sur des courses internationales, maintenant, il y a une telle densité partout. Est-ce que toi, du coup, ça change dans ton approche des courses, cet aspect-là, d'être favori, en termes en termes de confiance en toi, mais aussi, bah, on a beaucoup parlé de stress, d'inquiétude. Euh, oui, forcément, t'es beaucoup plus relâché quand t'es pas le plus attendu. Mm. Faut être clair, on va pas se mentir. Même cette année, j'ai eu des expériences où je me rends compte que quand t'as deux trois mecs qui prennent un peu plus la lumière que toi, moi ça me dérange pas Ok. parce que c'est pas à toi de faire la course. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu le vis d'un point de vue extérieur. C'est pas toi à qui on met le stress pour faire le chrono, pour machin. Donc ça j'aime bien. Après, là c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. D'être capable de me détacher de ça et d'accepter l'échec aussi en Bretagne sur les grosses courses quand je suis plus attendu. Là dernièrement j'ai couru la Tri-Côte d'Émeraude où j'étais un peu attendu et j'étais le breton qu'il fallait
En fait, si tu veux, t'avais des mecs un peu de l'extérieur qui venaient, des gros noms nationaux, où c'était à moi de les sortir, quoi. Enfin, faut dire les termes, c'est-à-dire que sur le papier, t'as les gens qui t'envoient un message, y a que toi qui peux le battre, ce gars-là, quoi. Ok. Et en fait, ça te met une charge mentale où j'ai pas su, je pense, bien gérer la course à cause de ça, où j'ai fait des erreurs pendant la course à cause de ça, clairement. Parce que tu veux montrer que t'as les gros bras et c'est nul, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Du coup, je travaille là-dessus parce que j'ai des objectifs qui arrivent dans les mois et années à venir en Bretagne où j'ai envie de réussir et je sais que je serai attendu, je serai dans cette position-là encore où on te met en avant, on te dit bah c'est toi sur le papier qui doit faire ci, machin. Et comment tu fais pour gérer ça, justement t'as des Déjà en exercices, prendre conscience, ouais. tu vois, d'être capable d'en prendre conscience ou de reprendre du recul par exemple sur l'émeraude là, ou de se dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors effectivement il y a des explications physiques, oui j'ai été un peu malade machin, mais qu'est-ce que t'as quand même fait comme erreur ce jour-là qui font que tu t'es creusé toi-même ton échec, quoi. D'accord. Donc c'est de prendre du recul là-dessus, Tu quoi. restes sur du factuel parce que sans te trouver des excuses, parce que là tu disais à l'instant oui, j'étais un petit peu malade et tout ça. Bah forcément tu réfléchis, t'essayes de tout prendre en compte, qu'est-ce qui physiquement explique que je saute à ce moment-là, mais mentalement aussi du coup, et ça c'est le rôle du préparateur mental aussi, d'être capable de te mettre quand tu lui décris ta course un peu comme je te l'ai fait là, il est capable de me dire là, reviens là-dessus. À ce moment-là de la course, est-ce que c'est vraiment physique ou est-ce que c'est pas mental? T'as voulu aussi te faire ce schéma-là? Est-ce que t'as pris du recul à ce moment-là pour prendre telle décision? Et là, tu te dis, ok, non. Du coup, pour la prochaine course, quand ça arrive, il faut que je sois capable de détecter ce moment-là de la course, à me dire, est-ce que là, je dois accélérer? Est-ce que là, je dois ralentir? Enfin, tu vois, vraiment de trouver des moments clés dans ta course qui sont des moments importants, quoi. Ouais, d'accord, et puis réussir à prendre du recul en disant bah, en fait ouais, j'ai déjà fait cette erreur là par le passé et puis là je me fausse moi-même. Et la deuxième chose, donc ça c'est pendant la course, donc d'être capable de voir ces moments un peu clés, et c'est aussi sur l'avant-course. Là je prends du coup vraiment mon cas concret, mais moi j'ai souvent du mal à... Je vois beaucoup les points de réussite, c'est-à-dire que je les visualise, comment ma course va être réussie. C'est-à-dire que le plan A, c'est, je sais pas, imaginons une course de 6 heures, c'est de faire 6 heures. Le plan B, bon, c'est bien si je fais 6h15, et c'est moyen si je fais 6h30, mais voilà. Mais par contre, je me dis jamais, qu'est-ce qui se passe si t'es pas bien? Parce que ça arrive, en fait, il y a des jours où t'es juste pas bien, et ton corps, il est pas capable de faire ça. Comment je vis la course, qu'est-ce que je vais faire si au bout de 10 bornes je suis déjà pas bien. Tu vois, ça j'avais du mal à le visualiser, en tout cas je l'imaginais pas moi. Et maintenant j'essaye de me dire qu'est-ce qui se passe si je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe si je suis malade, qu'est-ce qui se passe si... J'imaginais être dans les 3 plus forts, mais en fait il y a 8 mecs qui sont plus forts que moi. Enfin j'essaye de visualiser tous ces schémas en me disant, en fait c'est un peu accepter l'échec, quoi. Accepter l'échec ou ce que je vois moi comme un échec ou comme une non-réussite, ou comment je vais vivre cette course-là pour essayer malgré tout de l'aboutir au mieux, quoi. C'est le terme qu'on utilise beaucoup avec mon préparateur mental, c'est apprendre à mal courir. J'essaye de me visualiser, de me dire, si tu dois mal courir ce jour-là, bah essaye de le faire le mieux possible. Parce qu'en fait, avec l'expérience des dernières années, tu te rends compte que des fois, en faisant des courses où tu as mal couru, et bah ça t'apporte quand même quelque chose en termes de résultats, ou toi de satisfaction, ou t'apprends des choses pour les courses d'après, quoi. Est-ce que du coup tu fais exprès de faire des erreurs sur cette course? Non, quand même pas. Ça, j'en suis pas à ce point-là, mais non, parce que en fait, il y a forcément des courses où ça va arriver, donc t'as pas. Non, je fais pas exprès. Généralement, quand je mets un dossard, j'essaye de faire du mieux possible. Je suis pas du genre à. T'as fait l'entraînement du coup. Tu sais, des fois, te couvrir un peu trop pour te préparer à la chaleur, par exemple. Ah oui. Tu sais, te couvrir un peu plus alors que il fait déjà assez chaud. Ça oui, mais je le vois pas forcément comme une visualisation de l'échec, c'est plus me mettre des stress différents. Effectivement, en m'habillant des fois pas assez, des fois trop. Ça, je le fais peu, mais surtout avec l'alimentation, en faisant des fois quasiment rien manger pendant, j'en sais rien, une sortie de 4 heures. Ou à tout l'inverse, manger beaucoup plus que ce que je vais faire, ce qu'on appelle du gut training. Ça, je le fais pour me mettre en stress. Donc tout ça, je le fais effectivement, mais je le vois plus... Effectivement, c'est un effet mental, t'as raison, tu vois, j'y ai jamais trop pensé, mais moi je le vois plutôt comme un effet physio et de préparation vraiment physique, en fait, quoi. Tu prépares ton estomac à plus par exemple, manger, ouais, ça je le fais, ouais. Okay. Et tu disais que tu étais accompagné depuis quelques mois par un préparateur mental. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? L'élément clé, c'est... Alors en fait, ça fait plusieurs années qu'on me disait que je devais faire de la préparation mentale ou que c'était essentiel pour des athlètes, encore plus des athlètes d'endurance, mais pas que d'ailleurs, enfin, c'est bon pour toute personne, ça peut être aussi vrai pour un chef d'entreprise, enfin pour plein de personnes. Du coup on me l'avait dit, j'avais déjà mis en place plus ou moins des choses, c'est-à-dire que j'étais dans un team où il y avait une préparatrice mentale, on avait fait
des bribes de prépa mentale, où on nous avait fait des cours, elle nous avait donné des petits exos par-ci par-là, mais c'était très léger et un peu à notre sauce, quoi. C'est peut-être un peu générique aussi, parce que c'était Oui, dans un groupe. voilà, c'est ça. C'est pas individualisé. Tout à fait, ouais. Et moi, en plus, j'avais pas pris le pari de lui demander vraiment un accompagnement personnalisé. J'avais aussi été accompagné pendant un été par un monsieur qui m'avait contacté, qui était d'une université suisse, qui m'avait proposé la méthode Mindfulness, je crois que ça s'appelle, où on avait travaillé là-dessus pendant 2 mois, mais c'est pareil, c'était pendant une petite période, donc tu mets peu de choses en place. C'était des exercices qui me servent toujours, hein, tu vois, c'était par exemple en courant, là t'as 1 heure de footing, tu vas juste prendre 5 minutes dans ton footing pour te focus sur ta respiration, par exemple. Donc ça, tu vois, c'était juste des exercices très pratiques. Donc qu'on avait mis en place. Donc ça, c'était mes premières approches à la préparation mentale. Je m'étais toujours dit après, un jour, il faudra que tu le fasses, que tu investisses là-dedans, que tu prennes... Investir, c'est pas forcément que de l'argent, c'est du temps aussi, parce que ça prend du temps. Oui, de l'énergie aussi. Et de l'énergie, ouais. Et en fait, après le Saint-Jacques, où je fais 4e, où je fais quelques erreurs sur la course, je rencontre un entraîneur assez connu en France, qui est l'entraîneur notamment du Godec, Thomas Pigois. Et on se connaissait pas du tout, on se rencontre dans une boulangerie au petit-déj le lendemain de la course, où on faisait tous les deux les ravitaux de personnes pour le 45 km, enfin pour le marathon du Saint-Jacques. Et on parle, donc on a passé 1 heure ensemble. Thomas me connaissait plus ou moins de nom et mes résultats, et il me dit... Toi, il me l'a dit texto, hein. Toi tu dois faire de la préparation mentale, quoi. Ouais. Et après forcément il m'a expliqué pourquoi, comment, et je sais pas pourquoi, on me l'avait déjà dit, des gens de confiance me l'avaient déjà dit, que ce soit mon entraîneur à l'époque Jonathan Parisé, mon manager chez Odlo, enfin plein de gens, mais ça avait jamais fait tilt. Et là, je sais pas pourquoi ça a fait tilt. Et la semaine d'après, je prenais contact avec un préparateur mental, Maxime Rice, qui m'avait contacté justement de Thomas Pigois. Et ça démarrait. Des fois, tu sais pas pourquoi il y a des moments dans ta vie, c'est des déclics. Ouais. Je pense que j'étais à chaud de la course où clairement, je sais que j'avais fait des erreurs à un moment clé de la course. Ce qui fait que je perds la 2e place, ou en tout cas le podium, et que je fais 4 et que je fais... je sais plus, je dois mettre 8h30 ou un truc comme ça, là où je devais mettre 8h, quoi, ou 7h45. Et en fait, à chaud, forcément, ça te fait mal et tu te dis, là, c'est pas physique ce moment-là, c'est purement mental, c'est des décisions que j'ai prises qui sont pas bonnes. D'accord. Et du coup, ça m'a fait tilt et ça l'a déclenché le moment. Ça l'a déclenché. Ouais. Quand il te dit, tu dois faire de la préparation, c'est tu dois le faire, ou c'est non, bon que il doit me conseiller, quoi. Il me conseille d'en faire, il me dit ça va te faire évoluer et ça va te faire passer des caps tout de suite. Et après, il me cite des exemples d'athlètes qu'il entraînait, de choses comme ça. Mais en fait, je le savais tout ça parce que moi-même, j'entraîne des gens et je vois bien qu'il y en a qui ont fait un peu de préparation mentale, ça les aide. J'ai des copains dans des gros teams qui en ont fait et à qui ça a aidé. En fait, j'arrive assez facilement, moi, à avoir un avis extérieur grâce à mon rôle de coach sur comment chaque coureur voit la course à pied et gère les événements en course, en dehors des courses et tout ça. Et je sais que je suis quelqu'un qui va vite en course réagir à l'émotion ou de façon instinctive. Et du coup, je savais que j'étais le genre de personne à qui la préparation mentale, c'était sûr que ça allait m'aider. C'est-à-dire que je savais que ça aurait un impact sur moi, c'était évident. Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est de l'entendre de sa voix, ça m'a tout de suite, ça me l'a déclenché, quoi. Et t'as vu un avant et un après, du coup? Ouais. Même si c'est assez récent. C'est récent et je fais encore forcément des erreurs. On a parlé de la Côte d'Émeraude, pourtant je suis accompagné en prépa mentale et j'en ferai encore. Mais par exemple, sur des courses comme l'échappée belle, j'ai vécu une course où mentalement, j'avais jamais vécu une course comme ça, avec totalement un détachement de la course comme j'avais jamais eu, quoi. C'est un peu un état de flow comme on l'entend un peu, oui et non, parce que j'ai pas eu ce moment comme à Belle-Île où effectivement là j'ai eu ce moment de flow, ou comme sur d'autres courses où vraiment t'as l'impression qu'il peut rien t'arriver ce jour-là. Mais par contre, j'avais toujours ce détachement du résultat grâce à la préparation mentale, où je m'étais préparé à me dire tu fais ta course, tu subis pas du tout celle des autres, et ça j'avais réussi à le mettre en place à l'échappée belle grâce à la préparation mentale, tu vois. Enfin, en tout cas, ça y a beaucoup contribué pour vivre des courses comme ça. Ok, trop bien. Excellent. Bon, l'épisode touche presque à sa fin. Je te remercie d'avoir participé, d'avoir prêté ta voix au micro. Les prochaines échéances, c'est quoi? L'Endurance Trail des Templiers, là, dans 10 jours, le jour où on enregistre, c'est mi-octobre. Et après, je vais couper, ça va faire du bien, et repartir sur la saison 2026 qui va commencer tôt. Qui est déjà prête, en tout cas, ouais. calée sur le calendrier. Elle est calée, ouais, oui. Le calendrier
calendrier est fait et ma tête y est déjà un peu, ce qui paraît particulier alors qu'il reste un 100 km à faire. Mais en fait, le 100 km là, c'est vraiment un bonus de fin de saison et les gros objectifs sont en 2026 maintenant. Ouais. Ok, top. Super. Est-ce que tu as une dernière anecdote ou un dernier conseil à donner à ceux qui aiment le trail et voilà, qui s'amusent en courant? Non, juste continuez à prendre du plaisir à courir et puis ça se passera bien. Ok, top. Merci en tout cas. Merci pour cette heure et à très vite. Merci beaucoup pour l'échange. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'as aimé, il y a plusieurs manières de le faire savoir. Commente l'épisode, abonne-toi au podcast et partage cet épisode. Tu peux aussi m'envoyer le nom d'un athlète, quel que soit son niveau, quel que soit son sport, pour lequel t'aimerais en savoir plus sur le récit d'une course qui a changé sa vie. À très vite dans le prochain épisode.